Kissinger, qui s'adressait un jour à son état-major, leur dit la semaine prochaine, il n'y aura pas de crise parce que mon agenda est déjà plein. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir, mais voilà, la réalité est un petit peu différente. Et ce soir, en 15 minutes, et je vois que le temps est sévèrement compté, je vais vous raconter une histoire parmi les crises que j'ai vécues. Et dans ma carrière, dans mon monde professionnel, qui est celui de la banque avant tout, j'en ai traversé 5, en fait. Le crash boursier de 87, peut-être tout le monde ne s'en souvient pas, mais à l'époque c'était majeur. La bulle immobilière des années 90, ce que j'ai appelé dans le film les subprimes de la Suisse. La crise de la banque cantonale vaudoise, la crise financière mondiale d'il y a 2 ans, et puis le vol des données subies par la banque que je dirige aujourd'hui, HSBC Private Bank. J'ai choisi de me concentrer sur la dernière, et je l'ai intitulée « Gestion de crise dans un environnement complexe et multinational », parce que comme vous le verrez, il y avait un nombre de paramètres à gérer extrêmement importants. Et comme vous allez le voir, en fait, je crois que cette présentation va tout simplement rendre honneur aux 4 prédécesseurs dans cette manifestation, parce que c'est simplement l'application par un dirigeant à un moment donné de tout ce qui a été dit, mais d'un point de vue assez concret. Alors, je vais aller assez vite, mais simplement vous poser le cadre de ce vol des données. En fait, la banque HSBC Private Bank en Suisse, elle n'est pas si ancienne. Le groupe HSBC, lui, a été fondé en 1865 en Chine. Mais en Suisse, c'est assez récent, ça a grandi un peu jusqu'à l'an 2000, et à partir de 2000, avec l'acquisition d'une banque qui s'appelait Republic Bank of New York, ça a commencé à grandir très vite. Les systèmes informatiques, évidemment, ont dû s'adapter, et en 2006, la banque a eu ce besoin de sécuriser les données informatiques confidentielles de ses clients dans ce qu'on appelle un CRM, un Customer Relationship Management System, mais derrière des barrières de sécurité importantes. Et c'est ce qui a été fait entre 2006 et 2007. Cet exercice a été dirigé par un spécialiste en matière de base de données que la banque avait recruté dans une de ses filiales à l'étranger. 2008, milieu d'année, je venais d'arriver, la banque reçoit un téléphone du ministère public de la Confédération qui nous informe que 2 personnes, dont une employée de la banque, avait essayé de vendre des données clients à des banques au Liban. On prend acte. Effectivement, une des personnes travaillait chez nous, c'était une dame. On la met sous surveillance, on regarde ses emails, on surveille ce qu'elle fait, etc. Aucune indication de malversation. Fin d'année, cette dame nous indique qu'elle va démissionner et repartir dans son pays natal, le Liban. Et on suggère à la police quand même de l'interroger avant de partir. Elle vient à la banque, l'interroge, et tout de suite, elle nous annonce qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était que, finalement, la complice de celui qui a fait ça, et qui se trouvait être le chef de projet de cette migration informatique de 2006-2007. L'enquête, ensuite, continue. On ne sait absolument pas ce que cette personne aurait pu nous voler. Son matériel a été saisi, analysé, et en fait, on n'a quasiment rien trouvé, si ce n'est une liste de 7 clients qui effectivement étaient en partie des clients de la banque, mais dont les informations qui étaient attachées à ces clients n'étaient pas tout à fait exactes. Jusqu'en milieu de l'année 2009, pas d'indication supplémentaire. Milieu de l'année jusqu'à la fin 2009, des rumeurs de vol de données en France circulent, on parle de plusieurs banques, donc grosse incertitude. Et c'est souvent une caractéristique des crises, c'est de gérer l'incertitude. Dans notre cas, elle était très importante. Sauf que, voilà, ça commence en décembre 2009. Un jour, je suis à mon bureau, heureusement, le porte-parole de la banque m'appelle, me dit, écoutez, voilà le problème. Un journaliste du quotidien Le Parisien m'appelle. Il a 3 questions. La première, c'est, confirmez-vous avoir été l'objet d'un vol de données? 2, combien de clients sont touchés? Et 3, avez-vous informé vos clients? Alors, premier exemple sur lequel je veux juste m'arrêter 1 minute ce soir, parce que ça c'est une vraie crise. Alors, premier enseignement que heureusement j'avais appris à l'époque, quand un journaliste vous appelle, si c'est un journaliste professionnel, vous pouvez toujours lui demander une demi-heure, 3/4 d'heure avant de lui répondre. Vous dites, je la rappelle, et ça c'est une règle de base du journalisme, un journaliste professionnel vous le donne.
c'était le cas. Mon porte-parole a appliqué cette règle, elle a dit écoutez, je vous rappelle. La journaliste lui dit si vous ne me rappelez pas d'ici 1 heure, je considère que vous n'avez pas de commentaire. Donc, l'horloge commence à tourner. Et là, vraiment, vous êtes très seul, il faut décider. Vous faites partie d'un groupe de 330 000 personnes et vous avez 60 minutes pour décider tout seul. Donc on a vraiment ici évalué les scénarios. Quelles étaient les alternatives? Si vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut répondre dans ces cas-là? À mon avis, il y avait 3 possibilités. Un, c'est no comment. Mais, entre-temps, le porte-parole me dit elle est extrêmement bien informée, elle connaît le nom de la personne qui a commis le vol, elle connaît notre structure, visiblement elle a des informations très précises. C'est important. Deuxième possibilité, de dire, de confirmer, mais de ne pas donner d'indication, de rester vague sur l'ampleur du vol. Très difficile, conséquences importantes sur les clients. Troisième scénario, et c'est celui que j'ai appliqué parce que je pense que c'est le seul que vous avez dans les situations d'incertitude, c'est dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Donc, réponse aux 3 questions, confirmez-vous oui, on sait qu'on a eu un vol de données. 2, à notre connaissance, il s'agit de moins de 10 clients, c'est la liste des 7 qu'on avait reçus. Et avez-vous informé vos clients? Oui, parce qu'on avait informé ces 7 clients qu'ils avaient été touchés. Voilà, très difficile décision, c'est d'ailleurs la seule qui nous a été un petit peu reprochée par la suite. On a dit comment est-ce que vous pouviez n'avoir connaissance que de 7 clients quand on vous en a volé plus de 15 000. Bref, premier exercice. Deuxième exercice, ensuite on a, entre fin 2009 et mars 2010, en fait, l'enquête a progressé. Vous vous souvenez peut-être que M. Merz à Davos a exigé la restitution de ces données de la France. Il a dit qu'il l'avait obtenu. En fait, il ne l'a pas obtenu. Il a obtenu une restitution d'une copie des données. C'était bien. Nous, on n'y a pas eu accès. Et ce qu'on a su, c'est qu'en février 2010, on nous avait volé énormément de données. On a eu le retour, on a eu des CD de données cryptées, énormément de données. Donc, en gros, l'ensemble de ce qui est le plus précieux pour une banque privée nous avait été dérobé. Ça n'était jamais arrivé dans le monde entier qu'une banque se fasse voler l'ensemble des données de ses clients d'une banque privée. Alors, à partir de là, il a fallu clairement appliquer une méthodologie. L'analyse de la situation, à qui est-ce qu'on avait affaire? On avait affaire à un spécialiste extrêmement sophistiqué qui a profité d'une migration pour faire ce vol. Donc, on a dû prendre ça très au sérieux. Quel était le contexte interne? Évidemment très difficile parce que les gestionnaires étaient très inquiets avec toutes ces rumeurs. Et puis surtout, on fait partie d'un groupe qui a une réputation mondiale et qu'il fallait à tout prix protéger. Troisième, le contexte externe, un contexte aussi difficile parce que, évidemment, certains pays considèrent maintenant le vol de données comme quelque chose de très moral, en tout cas plus moral que le fait que certains clients ne déclarent pas leur situation fiscale. Donc une certaine légitimité dans le vol. Le milieu évidemment bancaire qui est en crise, donc difficile, avec plein d'autres problèmes à gérer. Et ensuite, ce qui est toujours important de cette crise, c'est de dire où sont mes forces, où sont mes faiblesses. Nos forces, en l'occurrence, c'était de faire partie d'un groupe extrêmement puissant, qui avait bien passé la crise, solide financièrement, avec des bonnes performances pour ses clients. Notre faiblesse, c'était peut-être dans un contexte où il allait falloir jouer de relations politiques, de ne pas être une banque suisse, mais plutôt une banque étrangère en Suisse. Donc voilà un petit peu une analyse de la situation. Alors, l'étape 2, ça a été de dire qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on va stratégiquement aborder cette crise. Et bien là, ça a été la décision de dire, et ça a été extrêmement utile, on va dire toute la vérité à nos clients, même si elle est difficile, elle est horrible, mais il faut la dire. On ne peut pas commencer à essayer de cacher les choses, de minimiser l'impact. On a dit, on va leur dire, potentiellement, l'ensemble de vos données a été volé. Deuxièmement, très important, on va essayer de contenir géographiquement cette pression. Une fois encore, on fait partie d'un groupe international, et c'était une histoire française et suisse, on a dit, on va essayer de contenir ça ici. Troisièmement, la clé allait être nos collaborateurs. Le private banking, c'est une relation entre le gestionnaire et son client, donc il fallait absolument que nos collaborateurs soient impliqués. Quatrièmement, mener une politique de communication transparente qui va avec le reste, et surtout créer un comité de crise. Et dans ce contexte, je vais aller relativement vite, on avait affaire à un nombre de partenaires extrêmement importants. Bien sûr, les clients, le plus important, le cœur de la banque. La banque sans ses clients n'a plus aucune valeur. Il fallait s'occuper évidemment de la personne qui a volé, qui pouvait encore potentiellement nuire beaucoup
en prenant un certain nombre d'actions, puisqu'il était libre de ses mouvements en France et protégé par les autorités françaises. Il allait falloir gérer le groupe HSBC, le conseil d'administration, qui avait des responsabilités légales dans cette crise par rapport au système informatique, les employés, le personnel informatique qui allait devoir travailler pour comprendre ce qui avait été volé, les autorités françaises, le procureur général français, le procureur fédéral en Suisse, les autorités suisses, les régulateurs en Suisse, mais aussi les régulateurs de notre maison mère en Angleterre, et surtout la presse. Alors voilà comment on a procédé, une gestion de crise, 13 groupes de travail, qui correspond à ce que je viens de décrire, pour traiter cette crise. Alors, je vais surtout me concentrer sur maintenant les enseignements de cette crise. Premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des missions à chacun de ces groupes de travail. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la crise, les gens ils ont besoin de direction, ils ont besoin de savoir qui est le patron, qui va diriger. Donc, des missions, et pour vous donner un exemple, ça doit se faire par écrit pour avoir une trace. Clairement, on doit nommer un responsable, en l'occurrence ici des médias, avec quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'il doit délivrer. En l'occurrence, sur cet exemple, une stratégie de communication proactive, des briefing books, c'est-à-dire des instructions pour les gens qui allaient être en contact avec la presse, avec les questions difficiles, avec les scénarios de réaction, des recommandations par rapport à l'attitude à avoir face aux médias, déjà anticiper la sortie de la crise en disant quelle sera notre campagne d'image pour restaurer notre image une fois la crise passée, déjà important. Une veille mondiale de ce qui pouvait se passer dans la presse, parce que nos clients sont dans le monde entier, et on voulait éviter que cette information parvienne à des clients d'Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie, et qui paniquent. Et puis, un budget avec des ressources. En l'occurrence, on a donné des moyens pour engager des aides externes, pour aider. Il y a un travail considérable quand il faut rédiger des pressbooks, des instructions, etc. Alors, dans l'approche, tout de suite, gestion mise sur pied d'un comité de crise. Comme on l'a dit auparavant, ce qui est essentiel, c'est le choix des personnes. Pas forcément les meilleures, mais celles qui sont prêtes à sortir de leur travail quotidien, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en qui vous avez confiance. C'est vraiment la clé. Des réunions régulières. Au début, on s'est rencontrés plusieurs fois par jour, après une fois par jour, ensuite plusieurs fois par semaine. Comme on l'a dit, une approche très formelle. HSBC est une entreprise où la culture est très soft en apparence, on a beaucoup de formes, beaucoup de précautions dans le dialogue, mais dans la crise, c'est fini. Dans la crise, on se parle brutalement, on se parle rapidement, on est très autoritaire, sinon ça ne marche pas. Donc vraiment, il faut là prendre les choses en main. Les gens, quels qu'ils soient, ils veulent des décisions, ils veulent se référer à quelqu'un. Il faut gérer les intérêts et les attentes des protagonistes. Il peut y avoir des contradictions très fortes. Les gestionnaires veulent faire plaisir à leurs clients, ils veulent les aider. Le groupe veut minimiser la perte financière, minimiser les risques légaux. Donc, vous devez gérer toutes ces composantes. Et puis surtout, ça je pense que c'est le principal, toujours informer, ne pas critiquer, ne pas revenir sur le passé, simplement gérer la crise. Il faut une communication ouverte, à double sens, et surtout communiquer les faits. Les leçons que j'en ai tirées, structurellement, il faut de la rigueur, de la discipline, il faut être préparé, comme on l'a dit tout à l'heure, faire confiance aux employés, et là, le responsable, il doit vraiment se promener dans les étages, il doit aller sur le terrain, il doit sentir le pouls de ce qui se passe dans ceux qui sont confrontés à la crise. Chez nous, les gestionnaires ont dû contacter 15 000 clients sur quelques mois, donc c'était quelque chose de phénoménal. Et ils passaient leur temps au téléphone à se faire insulter, à se faire reprocher tout ce qui s'était passé, ils devaient prendre ça sur eux. Évidemment, en entendant les problèmes, vous devez les résoudre, donc c'est là, dans ces réunions quotidiennes, que vous devez dire, ok, on fait ci, on fait ça, et on décide. Il est plus important de prendre des décisions et d'être à 80% juste que de ne pas prendre de décisions et d'essayer d'être à 90% juste. Et puis aussi, très important dans la crise, donner un horizon de temps et une fin. Dans cette crise-là, la fin chez nous, officielle, a été en décembre passé seulement. Ça a duré 10 mois. Elle n'est encore pas finie, la crise, mais on a dû changer l'esprit des collaborateurs, leur dire maintenant c'est terminé. Finalement, c'est mon dernier slide. Je crois que dans une crise, il faut vraiment affronter le problème. Il faut dire les choses, il faut aller au maximum du worst case, du scénario le plus sombre possible.
C'est comme ça qu'on gagne la confiance des clients, la confiance des interlocuteurs et la confiance des partenaires. Il faut aussi un bon équilibre entre le juridisme et le bon sens. Dans mon cas, c'était extrêmement compliqué parce qu'HSBC est un groupe anglo-saxon qui est très pointilleux sur tout ce qui est légal et avocat. Et nous, on a affaire à des clients private banking avec lesquels il y a des relations de plusieurs dizaines d'années parfois. Donc il a fallu trouver l'équilibre entre le bon sens et ce juridisme. Il faut faire confiance à votre entourage, comme je l'ai dit, mais une autre leçon, c'est que si vous n'arrivez pas au fait, si les gens vous bloquent l'information, il faut tout de suite changer. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est soit de l'incompétence, soit la personne n'est pas honnête. Donc il faut tout de suite prendre des décisions. Communiquer, on l'a dit tout à l'heure. Et puis alors, on a aussi dit, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a averti les collaborateurs un jour avant l'annonce officielle. On les a formés pendant 2 heures comment répondre aux clients. On leur a fourni une cellule psychologique et ça leur a donné un boost extraordinaire pour affronter cette crise. Le problème après, c'est qu'ils se sont mis à téléphoner, et on s'y est tous mis, y compris moi. On a téléphoné. Ils étaient tellement motivés qu'après quelques jours, certains après quelques semaines, se sont littéralement écroulés, travaillaient le week-end, etc. Donc il a fallu ordonner du repos, il a fallu les obliger à dire maintenant vous prenez votre week-end, vous prenez un jour et vous récupérez, parce que ça allait être un marathon et c'est ce qui s'est passé. Et puis peut-être le point le plus important, c'est que si vous êtes en charge, responsable d'une gestion de crise, vous devez être présent, vous devez tout mettre de côté, vous devez être là, les gens ont besoin d'une personne à qui elles peuvent s'adresser pour régler leurs problèmes qui est existentiel pour eux et qu'il faut pouvoir résoudre. Alors je conclurai en disant que c'est une situation de Pierre Mauroy, il disait la crise, c'est pas une maladie dont on ne sort jamais, c'est plutôt en quelque sorte une renaissance, et c'est vrai dans notre cas, nos clients étaient beaucoup importunés pour ceux qui avaient des problèmes fiscaux, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et en fait, quand on voit l'évolution législative en Europe, c'était une anticipation de toute façon ce qui allait se passer. Donc on sort de cette crise renforcée, on a pu la gérer de façon finalement extrêmement constructive, on a publié nos résultats hier, on pensait qu'on allait perdre des sommes extrêmement importantes, on pensait perdre 30 à 40 milliards de fonds de clients, on a pu en gagner 8. C'est un succès extraordinaire pour les collaborateurs et ça ne résout en rien les problèmes qu'on peut avoir aux clients, mais ça donne un positionnement, un enthousiasme dans la banque qui est assez extraordinaire. Je vous remercie de votre attention.